Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission littéraire Belles Lettres. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Thierry Landou Mayamba, dramaturge et professeur de littérature à l'Université de Kinshasa, avec qui je vais m'entretenir autour de la littérature et plus particulièrement de la littérature du terroir. Sans plus tarder, je vous invite à les découvrir à travers ce portrait. Détenteur d'un doctorat en littérature anglaise de l'Université catholique de Leuven en Belgique, Thierry Landou Mayamba est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa où il enseigne la littérature anglaise et américaine avec comme domaine de recherche l'art et l'activisme politique. Écrivain et dramaturge, il a à son actif un certain nombre de pièces de théâtre, presque toutes innervées par le procès de la société post-coloniale africaine. Nous citons par exemple Misère, La prostituée, Chanson lendemain, Le remaniement. Pour le professeur Thierry Landou Mayamba, la littérature, c'est l'art du beau, mais aussi du vrai et de l'utile. Pour lui, l'écriture est une arme pour combattre les antivaleurs. Avec le stylo, on peut transformer le monde. Membre du comité LEC des coordinations, il est activiste politique et consultant en développement organisationnel. Et à ce titre, il travaille avec les organisations de la société civile à la base, ONG, mouvements citoyens et mouvements confessionnels. Bonjour professeur, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette émission pour un entretien autour de la littérature et plus particulièrement de la littérature du terroir et de ce qui en constitue le ferment. Sans plus tarder, je m'en vais à ma première question. Professeur, après tant d'années passées à l'université de Kinshasa comme professeur de littérature, quelle est la conception que vous faites de la littérature? Moi, la conception que je me fais de la littérature et la conception que j'essaie de faire passer au niveau de mes étudiants et de tous ceux qui s'invitent à la littérature, oui, c'est de leur dire que la littérature, en fait, c'est la vie. La littérature, c'est notre vie qui nous est racontée en utilisant des moyens qui sont les moyens de communication que nous connaissons, soit les moyens écrits, on parle de la littérature écrite, soit des moyens oraux ou verbaux, c'est-à-dire on parle de la littérature verbale, orale, et aussi de la littérature gestuelle, que l'on voit souvent dans le théâtre, par exemple. Mais aujourd'hui, vous avez aussi une littérature visuelle, à travers la télévision, à travers tout ce qu'il y a comme vidéo. Ce sont des formes de littérature, en fait, parce que ce sont des outils qui véhiculent des messages qui concernent notre vie au quotidien, notre vie du passé, notre vie du futur aussi, parce qu'il y en a qui se projettent même dans le futur à travers leurs écrits pour nous dire déjà qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que c'est vraiment opportun de parler littérature dans un monde où les gens sont plus préoccupés par le profit immédiat, préoccupés par d'autres choses que les lettres? Ça dépend maintenant de comment on définit la littérature. Vous savez, quand moi j'embrasse la littérature dans tous ces domaines-là, oui, vous voyez bien que ça vaut la peine de parler de la littérature. Si évidemment on se limite juste aux lettres, aux belles lettres, oui, à ce moment-là, on rencontre un autre problème. Par exemple, dans une société comme la nôtre, souvent quand on parle de littérature, les gens ils voient les romans à lire. Okay? Et moi je dis toujours que le roman tel qu'il nous a été transmis par l'Occident, le roman a une consommation individuelle. C'est-à-dire, vous prenez votre livre, vous l'ouvrez et vous lisez seul. Alors que chez nous, la littérature a une consommation communautaire. Quand je parle de littérature, ce n'est pas le roman comme tel, je parle de toutes ces expressions, justement, qui font partie de cet ensemble littéraire qui est le nôtre. Et bien là, la consommation, elle est plus communautaire. Et c'est ainsi, par exemple, que tous ceux qui font du roman dans nos pays, ils éprouvent une grande difficulté qui est même double. Elle est double de par la langue qu'ils utilisent pour écrire ces romans. Ils écrivent dans une langue française que parfois 5% seulement de la population maîtrise. Ils écrivent avec une forme
C'est-à-dire la forme de roman qui nécessite que l'individu se mette seul dans son coin pour pouvoir savourer et prendre plaisir à cette lecture. Donc là, au niveau déjà de la forme de l'œuvre littéraire qu'ils utilisent et de la langue qu'ils utilisent, ben, ils ont de grandes difficultés justement pour pouvoir entrer en communication avec la population pour laquelle on écrit. Parce que nous n'écrivons pas pour nous-mêmes, nous écrivons toujours pour les autres, afin de partager cela avec les autres, afin de vivre ces émotions ensemble. De l'autre côté, si ce vécu est individuel, cette consommation est plus individuelle, mais chez nous, la consommation, elle est communautaire. C'est ainsi que le théâtre, par exemple, chez nous, oui. Le théâtre a plus d'espace d'expression. Avant de venir au théâtre, j'ai une question là. Vous ne trouvez pas que la lecture d'un roman, elle permet à l'homme de réfléchir dans la solitude? Ben, écoutez, je ne sais pas si pour la réflexion, on a nécessairement besoin de solitude pour réfléchir. Ça, c'est encore c'est encore un débat que l'on pourrait engager. Oui. Mais je sais que dans la culture occidentale, oui. La réflexion se fait en solitude. On dit même que la prière se fait en silence. Oui. Nous nous souvenons, quand nous étions enfants, vous entrez à la chapelle, parfois même on éteint la lumière, mais pour que vous entrez en communication avec Dieu, ça devait se faire dans le silence, dans le plus profond intérieur de vous-même et tout ça. Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ceux qui chantent, qui dansent, qui vénèrent le Seigneur à travers des chants, est-ce que cela ne rencontre pas le Seigneur? Est-ce que ces personnes-là, à travers cette manière de s'exprimer, qui n'est pas solitaire, n'arrivent pas à entrer en contact avec le Très-Haut? David dansait. Il chantait. Oui. À ce moment-là, évidemment, on disait qu'il chantait seul. Mais quand il chantait, il s'exprimait pour que d'autres aussi puissent l'entendre. Quand on danse, c'est parce que les autres aussi sont là en train de louer justement cette danse que vous êtes en train d'exécuter au nom du Seigneur. Donc moi, je crois que les outils, les moyens que nous utilisons pour exprimer cette littérature sont des moyens qui sont tellement variés. Et c'est ça qui fait la richesse de la littérature. Alors, est-ce que pour mieux réfléchir, est-ce qu'il faut rester seul dans son coin? Je ne sais pas. Pour certains, ça marche. Moi, par exemple, rester seul dans ma littérature, je ne me nourris pas. Même ma réflexion, quand je suis seul, je suis parti dans plusieurs directions. Mais quand je suis avec d'autres, j'emmagasine. Et quand je rentre, alors à ce moment-là, je peux profiter de tout ce que j'ai eu comme rencontre. Je n'exclus pas l'aspect collectif de cette littérature. Mais je me dis qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de rester seul, tout comme il y a des moments où on peut vouloir être avec les autres pour communier ensemble. Oui, mais les moments dans la vie où l'on est seul, regardons-nous en face. On est seul avec qui? Seul? On est seul avec seul ou bien on est seul avec la personne que l'on projette, ou l'être que l'on projette, ou l'être avec lequel on est en communication tout en étant seul? Parce que parfois vous dites « je suis seul ». Mais vous vous parlez à vous-même, c'est-à-dire vous trouvez un moyen de communication pour entrer dans votre fort intérieur et rencontrer l'autre vous-même avec qui vous vous parlez, avec qui vous produisez une littérature que vous avez envie qu'on comprenne. C'est la même chose comme dans le roman. Vous savez, quand vous lisez un roman, oui. Vous avez un narrateur à l'intérieur de ce roman qui vous raconte l'histoire. Et ce personnage qui vous raconte l'histoire, à un moment donné, même quand vous êtes seul, vous rejoignez le personnage là, vous l'épousez même, vous devenez lui et vous partagez ses émotions. Et pourtant, vous êtes en train de lire en solitaire. Donc même la solitude là, personnellement, je me dis, bon, c'est une illusion de solitude. Parce que l'être humain n'est pas un être solitaire, je ne crois pas. Je ne crois pas. L'homme n'a jamais été seul. Non, je ne pense pas. Même dans la mort. Même dans la mort, on n'est pas seul. Parce que même on meurt seul. Oui, physiquement, on meurt seul. Oui. Mais quand on parle de spirituellement, par exemple, oui. Regardez justement cette combinaison. On parle de la mort, on ne se limite pas à la mort physique. Parce que la mort physique est une soustraction. Oui. On vous soustrait à la vie. Mais lorsque vous êtes croyant, cette soustraction devient une addition à une autre vie. Et dans cette autre vie, il y a lieu de communiquer. En fait, vous communiquez. Regardez tous les rites de passage que nous faisons. Oui. Tout ce que nous invoquons au moment où quelqu'un meurt. Oui. C'est pour dire que ce n'est pas fini. Là, c'est encore la littérature qui vous accompagne. C'est de la littérature qui vous accompagne. Tous ces chants funéraires que nous chantons, que nous exécutons, que ce soit dans les églises, que ce soit dans le milieu traditionnel. Toutes ces paroles que nous prononçons,
Il y a de très belles paroles. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dernièrement aux cliniques universitaires. Oui. Quand vous allez à la morgue des cliniques universitaires, vous verrez qu'il y a le bâtiment de la morgue dans un coin. De l'autre côté, c'est le bâtiment des cliniques universitaires. Oui. Mais entre les deux, il y a un espace comme ça où les gens viennent attendre qu'on sorte le corps. Oui. Alors, vous avez un petit sentier qui sépare la morgue de l'endroit où les gens attendent. Et j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup parlé sur le plan littéraire. Il y avait une maman qui était en train de pleurer, je crois que c'était son mari, qui était dans la morgue. Oui. Et elle pleurait de ce côté-ci parce qu'on n'avait pas encore permis d'aller prendre le corps pour disposer du corps et partir avec. Mais quand elle pleurait, elle ne dépassait jamais le sentier. Là. Et dans ses paroles, elle disait ceci, Abi, en lingala c'était beau, oui. Hein? Papa Abana, yo kei, hein? Papa tu es parti, Papa Abana, oh, nzele kaboli biso, yo nangai, moyena koma kuna naza ezal susute, na nzoto yangai na kokoma te, mais na molimo na kozana ngo soki lobinga pe na komi na ngambo, ndeto kutani. Vous voyez, ce texte-là est d'une beauté profonde. Ça m'a fait pleurer, mais ça m'a rempli de joie aussi de voir que cette maman qui n'a pas été à notre école, parce que souvent nous croyons que les belles lettres, c'est seulement les lettres qui sont écrites. Oh. Hein? Cette maman qui n'a pas été à l'école, le texte qu'elle a produit et le sens qu'il y avait dans ce texte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la littérature, c'est à la fois l'art du beau, mais aussi du vrai et de l'utile. Hein? Parce que là, il y avait le beau dans l'art gestuel de cette maman en train de pleurer son mari. Et il y avait du vrai dans le sens que physiquement, je ne peux pas. Hein, physiquement, je ne peux pas traverser l'autre rive. Je ne peux pas t'accompagner. Malgré mon amour immense, je ne pourrai jamais t'accompagner de l'autre côté. Mais c'est l'art aussi de l'utile. Parce que tout en pleurant, ces pleurs sont en fait une demande. Une demande pour que demain, quand moi aussi arrivera l'heure de traverser justement ce sentier, je puisse te rejoindre. Parce que nous sommes faits pour continuer à rester ensemble, comme on a vécu ensemble ici. Vous voyez, ce sont des textes de ce genre, par exemple, qui nous passent comme ça sans le savoir. Hein? Des étudiants en littérature, moi j'ai dit à mes étudiants, ils font en littérature anglaise, moi je dis d'accord, mais voilà un champ littéraire que nous pouvons exploiter. Vous pouvez aller justement récolter ces chansons, les traduire en langue anglaise. Pourquoi pas? Ce sont des poèmes d'une beauté immense. Et les analyser en utilisant les techniques de critique littéraire. Et cet art-là que nous voyons, mais vous l'avez aussi chez nos musiciens. Écoutez-les quand ils parlent, hein, quand ils chantent. Vous savez, j'ai écrit un texte sur la musique zaïroise, la musique congolaise en général, hein, où je parle de cette musique qui en fait reflète le miroir cassé de notre société. Nous avons l'habitude de regarder les musiciens, les jeunes, là, comme des petits voyous qui chantent n'importe quoi, des délinquants, des trucs machin. Mais quand vous lisez, je dis bien, pas écouter seulement, mais lire leurs textes, je me dis, mais il y a un champ énorme pour les littéraires, ceux qu'on forme en littérature qui ne veulent pas aller dans l'enseignement. Mais pourquoi ils ne deviennent pas des paroliers des musiciens? Par exemple, pour leur écrire les textes qu'ils vont chanter. Quand vous avez des musiciens qui vous disent, par exemple, que quand ils parlent de notre monde, ils disent Mokiliango Liboma, ils disent le monde est fou, hein, le monde arabe, le monde Akipé Yayo. Mais ils sont en train de peindre justement la société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Hein, dans leur écriture, dans leur vision littéraire de ce monde, voilà comment eux qualifient ce monde-là. Hein, et il y avait une très belle chanson, entre autres, des Ménéa. Hein, je crois que c'était, j'ai oublié le titre, c'est sur la route du Congo, je ne sais pas quoi, j'ai oublié le titre. Mais dans cette chanson, il dit « Bampi kanabetu mekuma bamfumu ». Hein? On n'a plus de forêt parce que les esclaves sont devenus nos chefs. C'est une lecture qu'il faisait il y a des années. Mais quand on regarde de près, à un moment donné, on a eu ce combat dans ce pays, on avait l'impression que le pays ne nous appartenait pas. Et ça ne nous appartient toujours pas. À un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà un musicien, hein, qui chantait cela déjà avant. Donc, il chantait ce retour de la manivelle. Donc, je crois que la littérature, c'est ça qui fait sa force. Et ce n'est pas par hasard. Si vous vous souvenez bien,
quand il y a eu le soulèvement des étudiants sur le campus ici du temps de l'Ovanium, quand Mobutu chasse certains étudiants de Kinshasa, les premiers à être chassés de Kinshasa, c'était qui? Les étudiants de la faculté des lettres. Parce que c'était eux qui étaient au cœur du soulèvement. C'est eux qui écrivent les messages. C'est eux qui poussent les gens qui peuvent manipuler par la force du langage, justement. Les philosophes, les littéraires, on les a envoyés à Lubumbashi. Et Lubumbashi, l'université de Lubumbashi était devenue le foyer, justement, de l'animation et de la révolte des universités. Alors qu'ailleurs, on a laissé plus ceux qui étaient des techniciens, comme on disait, qui faisaient médecine, qui faisaient polytech, qui n'avaient pas le temps d'aller dans ces écrits qu'on prétendait être souvent subversifs. Dans le temps, cette littérature était comme étouffée, mais maintenant étouffée par le politique. Oui. Mais pour le moment qu'elle est libre, on ne la sent pas tellement oui, mais le moment de son impact dans la société. Oui, mais le moment de liberté de la littérature, il faut pas exagérer non plus. Hein. C'est à peine maintenant que les espaces essaient de s'ouvrir. Oui. Hein, hier, on avait l'impression que c'était libre tant que vous écriviez en français. Hein? Si vous écrivez en langue vernaculaire, votre littérature n'est pas libre. Je me rappelle, moi, vers les années 80-83, je présentais ma première pièce de théâtre Misère, hein, qu'on avait jouée lors d'un concours. Et puis, il était question qu'on aille enregistrer la pièce à la télévision. Et j'avais proposé qu'on donne une version lingala de la pièce. Mais les gens ont eu peur. Parce que la pièce étant une critique sociale de la société, hein, une satire de la société, de ce qui se passait. En français, bon, on se disait que c'était l'affaire des intellectuels qui iront au théâtre pour aller suivre et tout ça. Mais dès que vous mettiez ça en lingala, c'était différent. Ça peut soulever les gens dans la rue, ça peut... Donc c'est ça aussi la magie. Oui. De quoi était-il question dans cette pièce-là? Dans la pièce Misère, je parle de notre misère au quotidien, oui. Hein, de la souffrance du peuple congolais. Hein, en fait, c'est une description de toute notre société dans ses facettes diverses. Hein, je parle religion, du rôle des prêtres et des pasteurs, parfois dans la dépravation. Je parle des relations entre hommes et femmes. Hein, je parle de la corruption, hein, les relations entre les policiers et les civils. Donc, tous ces aspects-là, sur le plan social, sont apparus dans une pièce d'une heure juste. Mais avec une grande force, et c'est là que j'adore le théâtre, c'est que le théâtre n'est pas seulement que de l'écrit. Hein, le théâtre, c'est aussi du gestuel. Donc, c'est que vous avez le texte écrit, mais vous avez le texte que vous mettez sur scène. Et sur scène, ce texte vit énormément parce que le théâtre est un spectacle qui se vit avec les spectateurs et ceux qui sont sur scène. Et la magie, c'est lorsque vous réussissez justement à casser la barrière. Hein, vous voyez cet espace qu'il y a entre le public et l'estrade. Oui. Si vous cassez cette barrière-là, que vous faites la jonction, alors là, le théâtre prend feu et il devient quelque chose de puissant. L'écriture, il ne faut pas l'oublier, l'écriture, c'est une arme. Qu'on le veuille ou non, l'écriture... Une arme pour tuer quoi? Pour tuer les antivaleurs. Les antivaleurs? Oui. Hein, ce n'est pas une arme pour tuer les uns les autres physiquement, mais c'est une arme pour remettre la société dans la voie de l'ordre, oui. Hein, dans la voie de la justice, dans la voie du vrai, du beau, de l'utile. Hein, le bic ici, rien qu'avec un bic, tu peux transformer le monde. Tu n'as pas besoin d'une Kalachnikov pour ça. Et c'est pour cela que les écrivains, dans beaucoup de pays au monde, la plupart ont fait la prison. Hein? Souvent, ils ont fait la prison. Ce n'est pas parce qu'ils avaient pris des armes, vous avez demandé... Non, c'est parce que dans leurs écrits, ceux qui sont au pouvoir se retrouvaient, se disaient, non, un chien, si on le laisse, il va influencer beaucoup de personnes tout autour qui vont peut-être se soulever contre moi. Et c'est ainsi que la plupart passaient leur temps en prison. Par son bic, l'écrivain peut transformer le monde. Mais si on écrit et qu'il n'y a pas des gens pour découvrir ces messages, pour le lire, il n'y aura pas de transformation. Oui, mais c'est là justement le problème que j'essayais d'évoquer quand je parlais du roman de type moderne ou de la consommation de la littérature de manière individuelle, oui. et personnelle. Je vous donne un exemple d'un écrit que nous connaissons tous, la Bible. Oui. J'enlève l'élément de foi. Hein? Je ne parle pas du Christ, de ma foi et tout ça. Je ne remets pas ça en question. Mais je parle de la Bible en tant que texte littéraire. Oui. Parce que c'est un texte, hein? C'est un très beau texte littéraire, la Bible. On y trouve tous les gens à l'intérieur. Oui. Hein? C'est un texte fabuleux. Mais regardez
les Occidentaux, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent une Bible écrite en latin ou en hébreu. Mais pour atteindre le plus de monde possible, pour communiquer, ils ont fait quoi? Ils ont traduit la Bible dans toutes les langues vernaculaires. C'est pour vous montrer la force. Donc, un texte qui est rendu dans une langue que les gens comprennent, ce texte-là devient puissant. Et pas seulement cela. Ils prennent le même texte. Ils lui offrent une chaire théâtrale. Chaque dimanche, on vous lit un verset. Et chaque dimanche, on vous interprète un verset selon la vision de l'Église, selon la vision de la théologie dans laquelle vous vous retrouvez. C'est ce qui fait que même nos mamans, nos parents, qui ne savaient pas lire, ils finissaient par lire la Bible à la maison. Ils la lisaient de manière automatique, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient que tel jour, il fallait ouvrir telle page, et dans telle page, on parle de ceci, de cela. Et moi, j'ai vu ma mère qui ne savait pas lire à l'époque, elle le regardait. Elle avait l'impression de suivre, mais en fait, elle mémorisait. Elle mémorisait le texte parce qu'il y avait un pasteur qui lisait le texte pour elle. Donc, c'est pour vous dire que quand le texte est écrit dans une langue qui permet aux uns et aux autres de participer à ce monde littéraire, ce texte-là n'est pas oublié. Et notre faiblesse aujourd'hui, c'est que la plupart de nos écrits sont dans des langues que les gens ne comprennent pas. Et nous qui écrivons, nous sommes incapables d'écrire dans les langues que les autres comprennent. Et ça, c'est une grande difficulté. Et on vous dira même que si vous écrivez en lingala, qui va éditer? Tu ne peux pas amener un livre en lingala chez l'Harmattan. Il ne va pas rééditer ton livre. Donc, il faut des maisons d'édition ici qui comprennent cette importance. Du temps de Mobutu, à un moment donné, avec les éditions Lokole et tout ça, on a commencé à voir naître justement cette littérature en langue vernaculaire. Je me rappelle même aux facultés catholiques, à un moment donné, il y avait des thèses en langue vernaculaire et tout ça, des traductions. Donc, je crois que... Et ça, c'est notre avenir, je crois, pour notre littérature. C'est le secteur traduction. Moi, j'écris en français, mais il me faut quelqu'un pour traduire en lingala, Kikongo, Swahili, Chiluba. Et vous-même, vous ne pouvez pas traduire vos textes? Je ne peux pas écrire dans les langues vernaculaires. Pourquoi? Mais parce que je ne la maîtrise pas. Je la maîtrise pour parler dans la rue. Je parle bien lingala. Mais je ne suis pas du niveau pour pouvoir l'écrire correctement et en faire une belle écriture. Mais maintenant que vous êtes conscient de cet état de choses, est-ce que vous ne pouvez pas vous efforcer de bien la maîtriser pour traduire vos œuvres en lingala? C'est possible, mais c'est pour ça que je dis, ce qui serait plus facile, ce sont des traducteurs. Oui. Regardez, les œuvres des Russes. Ouais. Parce que les gens, on ne s'imagine pas ça. Nous avons étudié les œuvres de Dostoïevski. Oui. Est-ce que les premières œuvres là, des Russes, vous pensez que c'était écrit en français? Non. Non, c'était écrit en russe. Oui. Donc il y a eu des traducteurs. Donc ce secteur-là, c'est un secteur immense de création d'emplois d'ailleurs. De création d'emplois. Et si on peut pousser dans cette direction, on poussera aussi dans la direction des maisons d'édition. Et si vous poussez dans la direction des maisons d'édition, vous avez aussi le public qui va pouvoir acheter, les consommateurs. Regardez, souvent on dit « Ah non, mais les gens ne vont pas consommer et tout ça ». Mais regardez les petites bandes dessinées en langue vernaculaire. Oui. Je me rappelle à l'époque, on avait un truc sur un policier, là, c'était un petit pamphlet comme ça. Mais dès que vous publiez ces bandes dessinées en langue vernaculaire, vous distribuez ici dans la rue. Mais les gens vont acheter, ils vont lire. Ils vont lire. Mais nous, quand nous écrivons en français, ça reste des œuvres des étudiants qui vont lire. Et d'ailleurs, maintenant, les étudiants, ils lisent très peu, même en littérature. Ils ne lisent pas. Parce que d'abord, les livres ne sont pas disponibles, ils coûtent très cher. Oui. Deuxièmement, s'il faut les lire, il faut les avoir chez soi. Et on n'a pas ce temps-là. Troisièmement, il y a la télévision aussi qui commence à déborder avec les YouTube, où tout un roman est déjà transposé comme film. Donc, parfois, les gens n'ont pas envie de pouvoir lire. Et puis aussi, les enfants n'ont qu'une envie à lire. Ils ne veulent pas lire. La lecture est devenue quelque chose de difficile. C'est une corvée. Et malheureusement aussi, nous n'avons pas une éducation qui nous forme à lire. Il y a des générations comme ça dans notre pays où les gens n'ont même pas ouvert un livre jusqu'à l'université. Que faire pour remédier à cet état de choses? Il faut recommencer comme on l'avait connu à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages pour enfants. Oui. Hein, et voilà encore un secteur d'écriture qui souffre chez nous. On n'écrit pas pour les enfants. Tout ce que nos enfants lisent aujourd'hui, et tout ce qu'ils voient même en bande dessinée, en dessin animé, ce sont des écrits des autres. Oui. Donc nous, les écrivains qui font des œuvres sur les enfants, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, il faut commencer à produire cette littérature. Nous avons de la littérature pour enfants, par exemple, sur le plan religieux avec la Bible et tout ça. Mais il faut aller au-delà de cela aussi, hein, pour permettre à l'enfant d'avoir cette habitude de lire. C'est une manière aussi de retenir l'enfant à la maison, hein, au lieu qu'il soit tout le temps dehors. Lui donner cette habitude-là, dès l'enfance à la maison. Nous, on n'a pas ça. Regarde, nous allons même dans les bus. Tu entres dans un bus tout le long du trajet jusqu'au lieu du bureau. Tu es en train de crier, de raconter des histoires, mais tu ne peux pas t'asseoir pour lire, parce que ce n'est pas dans notre manière de vivre, dans notre culture. Hein? Mais imagine que dans les bus, il y ait des gens qui lisent des ouvrages en langue vernaculaire. Pendant tout le trajet, ils se donnent comme mission de lire une page de littérature dans le bus, au lieu seulement de raconter des anecdotes et des trucs comme ça. Au début, peut-être que les gens n'aimeront pas, mais progressivement, si c'est bien écrit, les gens vont commencer à suivre. Tout à fait. Vous voyez? Donc, il nous faut trouver des mécanismes pour que cette lecture devienne quelque chose d'attrayante, hein, que les enfants soient attirés par la lecture. Il y a la maison, il y a aussi les écoles. Beaucoup d'écoles ici n'ont même pas de bibliothèque. Et les gens pensent que la bibliothèque, c'est à l'université qu'il faut venir la trouver. Ce n'est pas quand on a 65 ans qu'on commence à découvrir la littérature et on croit qu'on va l'aimer. Non, c'est impossible. Et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants qui arrivent là, tu sais qu'il y a des étudiants qui n'ont même pas vu une pièce de théâtre. Quand tu montes au campus ici, tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vu une pièce de théâtre? Ils disent, non, on ne sait pas ce que c'est. Ils n'ont de théâtre que ce qui se passe à la télé. Les saïsaïs et les trucs. Est-ce qu'on peut appeler cela théâtre? C'est ce qui se passe à la télé. Ben, c'est du théâtre, c'est un ensemble de sketchs. Ce n'est pas du théâtre traditionnel, mais ce sont des sketchs mais qui utilisent justement les techniques de théâtre pour pouvoir communiquer et pour pouvoir s'exprimer. Et la plupart de ceux qui sont là, de nos jours, ce sont des jeunes gens qui ont fait l'INA. Des gars comme Elombe et les autres, ils ont été à l'INA, ils ont fait les arts dramatiques. Donc, ils sont outillés pour faire cela. Mais pourquoi ils produisent des sketchs? Mais parce que, d'abord, c'est plus court. Et puis, c'est plus de l'improvisation. Et parfois aussi, maintenant, c'est mieux rémunéré parce qu'il y a des organisations qui font des théâtres d'intervention. Par exemple, contre le sida, pour l'environnement, des trucs comme ça. Ce sont des sketchs de 5-10 minutes qui peuvent leur apporter un peu d'argent et de quoi vivre. Mais qui ne sont pas instructifs. Si, ça dépend de la thématique. Mais c'est plus de la détente. Hein? Quand on regarde, c'est plus de la détente. Ça prend plus les faits sociaux, entre autres les relations entre hommes et femmes, les querelles de ménage, des conflits interethniques lors des mariages, des trucs comme ça. Mais ça, ce sont les faits au quotidien. Bon, est-ce que ce n'est pas instructif? Je ne sais pas, je pense qu'à un certain niveau, si vous élevez votre sketch, vous lui donnez un contenu et que ce n'est pas seulement le fruit de l'improvisation, vous pouvez aussi véhiculer un message. Professeur, votre œuvre est essentiellement dramatique. Pourquoi avez-vous choisi la voie du théâtre pour vous exprimer en tant qu'écrivain? Oui, mais c'est parce que moi, je pense que le théâtre, pour mon public, hein, pour les consommateurs congolais et même africains, je crois que c'est le genre le plus approprié pour moi. Parce que c'est le seul qui englobe tous les aspects de toutes les formes de la littérature. C'est-à-dire que nous avons là la parole qui est présente sur scène, nous avons l'écrit qui est présent par rapport au texte, nous avons le visuel qui joue aussi par rapport au gestuaire des acteurs sur la scène. Et si tu combines le tout très bien, eh bien, tu peux aller devant n'importe quel public, hein, et te faire comprendre. Et si en plus de cela, vous y mettez la question de la langue, je crois que vous avez une communication maximale avec le théâtre. Ce que je n'ai pas avec le roman, ce que j'ai un peu avec la poésie pourvu qu'elle soit récitée. Vous voyez, donc pourvu qu'on l'amène sur scène. Chers téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre votre émission Belles Lettres qui a reçu aujourd'hui comme invité M. Thierry Landou Mayamba, professeur à l'Université de Kinshasa et dramaturge. Professeur, comment êtes-vous venu à la littérature et plus particulièrement au théâtre? Bon, je dois avouer que mon premier contact avec la littérature, c'était au collège. Moi, j'ai fait le collège, à l'époque, c'était Albert, et puis c'est devenu Boboto, hein, ici à la Gombe. Et là, dès l'enfance, dès l'école primaire d'ailleurs, on avait notre bibliothèque, on allait
chaque fin de semaine, on devait lire. Hein, on avait toujours des livres entre les mains. Bah, c'était une tradition dans un collège de jésuites. Il fallait former la culture et le culturel était quelque chose d'important aussi. Et progressivement, bon, j'ai appris à lire, j'ai continué à lire jusque quand je suis arrivé en première année, c'est au deuxième année, j'ai pris l'orientation littéraire. Hein, donc, vous n'avez pas été en contact avec la littérature orale? Bon, la littérature orale à notre époque, pas tellement. La littérature orale de manière formelle, c'est à l'université. Orale? Oui, oui, c'est à l'université que tu entres en contact avec elle, mais à travers une approche plutôt scientifique. Mais elle existait, mais ce n'était pas celle-là vers laquelle on nous focalisait. Hein, tu vois, d'abord, vous étiez obligé de parler français à l'école, donc vous n'allez pas prendre la littérature en langue vernaculaire. Mon père était un ancien maître de l'école primaire, primaire plutôt. Mais à la maison, tu ne pouvais pas parler la langue vernaculaire, c'était le français. Et votre maman, puisque j'ai lu quelque part... Oui, mais maman parlait son lingala, elle parlait son kiyaka. Bon, mais c'était pas avec moi. Elle parlait ça avec son mari. Avec moi, c'est par son mari interposé. Ou quand on restait seul, bon, peut-être elle pouvait crier surtout en lingala, mais tu n'avais pas le droit de pouvoir utiliser, tu n'avais pas la permission d'utiliser le lingala comme langue à la maison. De la même manière qu'à l'école, tu ne pouvais pas l'utiliser. Donc on devait parler français. Et les bouquins que l'on lisait, ben, c'était la littérature écrite, ce n'était pas la littérature orale comme telle. Hein? Donc, et puis, à notre époque, la littérature africaine, ben, on ne présentait pas ces ouvrages-là à l'école. Hein? Donc c'était plus la littérature occidentale que l'on avait. Alors j'ai fait littéraire et après, je me suis retrouvé à Lubumbashi. Comme je te le disais en aparté, au fait, bon, j'avais toujours eu envie de faire le droit. Mais je n'ai pas pu faire le droit parce que bon, il y avait le système de quotas qui était intervenu. Oui. Et c'est par hasard que je me retrouverai à Lubumbashi. Et quand je me retrouve à Lubumbashi, je voulais faire les Sciences Po parce que là, je me disais, il y avait encore un peu de droit là-dedans. Mais au moment où les listes sortent pour l'inscription, je me retrouve à la faculté des lettres en littérature anglaise. Et j'ai fait la littérature anglaise jusqu'à faire mon doctorat en littérature anglaise. Alors, quant à la littérature, je crois que c'est une passion. J'ai commencé à faire du théâtre. Elle est devenue passion après? Non, même... Ce n'était pas votre choix. La littérature écrite, la lecture, c'était déjà une passion. Mais je ne savais pas encore écrire. Mais je sais que je faisais déjà du théâtre à l'école primaire. Hein, avec, vous vous souvenez, à la Noël, il y a toujours ce théâtre pour enfants où il y a le petit Jésus, Marie et Joseph, hein, avec les bergers, les chansons. On jouait pour les amis à l'internat. Et là, j'avais déjà commencé à faire du théâtre. Et quand je suis arrivé en troisième littéraire, ben, j'étais déjà dans la troupe du collège, hein, la troupe des grands, comme on disait. Et je me rappelle, ma première pièce, c'était À la monnaie du pape, que j'ai joué. Et là, je jouais le rôle du prêtre avec un ami, l'abbé José Pundu. Hein, ouais, parce que lui était mon aîné de 2 ans. Et dans la troupe, là, on recrutait que les élèves de 5e, 6e. Mais cette année-là, il manquait d'acteurs pour jouer le rôle du prêtre. Et ils sont descendus en troisième littéraire. C'est comme ça que je suis monté dans la troupe des aînés. J'ai continué après. Bon, j'ai fait même de la mise en scène. Quand je suis arrivé en 5e, j'ai commencé à faire la mise en scène, 5e, 6e. Après, j'ai suivi une formation de metteur en scène qui avait été donnée par l'association de théâtre à l'époque. Et quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai joué dans le théâtre de la Kassapa. J'étais acteur là, dans cette troupe. Et quand je terminais en licence, je commençais déjà à faire la mise en scène de la troupe parce que les aînés qui étaient là, entre autres les latérés, hein, qui étaient là, avaient déjà quitté le campus. Alors quand je vais en Europe, ça là, c'est pour faire mon doctorat. Mais c'est à Lubumbashi que j'écrirai ma première pièce, Misère. Ouais. Entre les dramaturges, l'acteur et les metteurs en scène, oui. Vous êtes à l'aise? J'ai fait le tout. J'ai fait le tout. J'ai été acteur, j'ai été metteur en scène et je suis dramaturge. Je me rappelle la première pièce, Misère, quand j'ai voulu la jouer, la plupart des troupes auxquelles j'avais confié le texte disaient « Ah, c'est trop dangereux ». C'est à l'époque de Mobutu, on dit « C'est trop dangereux, on va se faire arrêter. Cette pièce-là, on disait elle était subversive. Oui. » Et pour la jouer, pour la monter pour la première fois, c'était lors d'un festival de théâtre, ben, j'ai dû recourir à mon épouse, mon petit frère, un ami et moi-même pour jouer. Oui. Ok. La littérature, vous m'avez dit, c'est une passion pour vous.
Qu'est-ce qui vous motive à écrire, par exemple, une pièce de théâtre? Ben, Vous écrivez pourquoi, en fait? J'écris parce que j'ai envie de transmettre quelque chose. J'écris parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi. Parce qu'il faut trouver le mot juste, la belle phrase, tout ça pour écrire. J'écris parce que j'aime pas être seul. Je veux me sentir avec des gens. Même quand on écrit, on croit qu'on n'est pas seul. On transpose déjà le public qui va te lire, le lecteur qui va te lire. Par exemple, pour une pièce de théâtre, tu fais même déjà de la didascalie. Tu mets des éléments entre parties, quelle attitude il va avoir, comment il va parler, quel geste il va avoir. C'est parce que dans le mental, je projette déjà un public à moi, avec lequel j'aimerais communiquer parce que j'ai quelque chose d'important à communiquer. Mais j'écris aussi parce que je pense que je peux transformer ma société par mes écrits. Je n'écris pas pour le plaisir, je fais plus de la satire, je fais plus le social, le comique. J'aime rire et faire rire, mais en même temps, c'est grinçant. C'est dur à accepter. Faire rire tout en faisant passer un message. Oui, tout en écorchant un peu les uns et les autres, et en m'écorchant moi-même aussi, parce que je me dis, non, il y a des choses que l'on peut faire dans ce pays. Et je crois que par le théâtre, nous pouvons arriver à transmettre énormément de messages et à faire bouger les choses. Mais pour cela, il faut que l'État, que ceux qui gouvernent, donnent de l'espace aussi à ce genre de littérature. Qu'ils n'aient pas peur de cette littérature. Qu'on ne fasse pas de répression par rapport à ces écrivains et autres. Je te donne un exemple. Vous avez ce jeune frère, c'est Mabele Elissa, je crois, qui avait chanté une chanson, et à cause de sa chanson, il a dû aller en exil. Il a dû rester en Europe. Il chantait sur le peuple, je crois, peuple, la Lingini, des trucs comme ça. Oui. Mais ce qu'il disait dans cette chanson, oui. Si aujourd'hui tu regardes le programme du gouvernement, est-ce que ce n'est pas les mêmes éléments dans les 15 piliers? C'est exactement ce qu'il a dit. Dans les 15 piliers du... C'est Boketchou plutôt. Dans les 15 piliers, vous trouvez les mêmes éléments aujourd'hui. Mais pourquoi on a voulu l'arrêter hier? Tout simplement parce que les gouvernants ont pris peur. Ils ont peur de celui qui ose mettre sur la table les vérités, les choses que nous devons changer, que nous devons transformer pour vivre mieux. Je crois qu'il est grand temps d'ouvrir cet espace-là. Et l'ouverture de cet espace, c'est aussi un combat. C'est un combat des écrivains. Oui. Il faut qu'ils osent écrire pour que les autres se disent il ne faut plus les arrêter. Mais si eux, ils vous menacent une fois et que vous vous taisez, pour eux, ça suffit. Ça signifie que vous avez pris peur et vous ne bougez plus. Mais aujourd'hui, j'espère que notre société est en train de s'ouvrir, puisque nous la voulons démocratique, mais j'espère qu'on la veut démocratique par la pensée libre aussi, par la pensée indépendante, par la pensée créative, par la pensée de ceux qui osent. Et c'est ça la littérature. Un homme littéraire, c'est un homme qui ose. Et celui qui ose, il n'a pas peur de se tromper. Parce que seuls ceux qui osent se trompent dans la vie. Oser pour changer la société ou premièrement pour changer l'homme d'abord? Quand on parle de la société... Le changement commence par... il est d'abord individuel avant d'être collectif. Oui, bon, souvent, on utilise beaucoup ces formules, changer l'homme. Ça finit par devenir des slogans. Oui. Moi, je dis, c'est vrai qu'il faut changer chacun de nous. Oui. Chacun de nous, en tant qu'être humain, nous devons arriver justement à une certaine perfection dans notre manière de vivre. Et la littérature peut aider à cela en faisant la promotion des valeurs. Parce que c'est ça l'avantage de la littérature. J'ai dit c'était l'art du beau et du vrai. Et de l'utile aussi. Le vrai, c'est l'éthique, justement. C'est l'ensemble des valeurs que la littérature doit pouvoir véhiculer. Une littérature qui n'est là que pour nous faire rire, pour juste comme récréatif. C'est vrai, c'est une littérature, mais moi, elle ne me suffit pas. Elle ne me suffit pas. Puisque souvent, quand on parle littérature, on se focalise sur l'aspect beauté. Voilà. Belle lettre. Belle lettre. Mais la beauté, même quand vous allez chez les premiers philosophes, quand on parle de beauté, oui. Mais c'est beau parce que c'est vrai. Est-ce que toute beauté est vraie? Elle le doit. Comment ça? Mais écoutez, une beauté qui est laide, ce n'est pas une beauté. Une beauté qui est mensonge. Parce que le mensonge, c'est de la laideur. Donc ça ne peut pas être une beauté. Un homme beau, oui. Beau, ce n'est pas seulement le physique. Le beau, c'est aussi l'intérieur. Un homme est beau parce qu'il est vrai. C'est parce que les gens se limitent à l'aspect physique
que quand il découvre le fait que cet homme-là n'est pas beau, il s'étonne. Il dit, ah! Mais souvent, la beauté extérieure fourvoie, égare. Oui, parce que ce n'est qu'une façade. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire de cette beauté qu'elle est vraie. Elle ne l'est pas. Je dis c'est une façade. Elle est fausse. C'est comme un livre qui a une belle couverture et quand tu ouvres, c'est plein de fautes d'orthographe. Ce bouquin n'est pas beau. Parce que la beauté ne se limite pas à la couverture. Et cet homme qui est beau, c'est la couverture qu'il a. Mais tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas beau physiquement, mais qui est d'une grandeur intérieure que tu ne peux pas imaginer. Tu ne vas pas me dire qu'il n'est pas beau. La beauté et le vrai. La beauté et la vérité. Oui. Entre les deux, la littérature navigue entre les deux concepts. La littérature, à mon avis, épouse les deux. Les deux. Ouais, elle marie les deux. Parce que la vérité et la beauté et le vrai, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Quand il y a une aile qui ne marche pas, l'oiseau ne vole pas. Et l'utile? Mais l'utile, c'est ce que ça rend comme service. C'est ça l'utile. Je te donne un exemple. On fait une carafe. Maman va salir écolo pour mettre de l'eau. Au village, quand on fait une carafe, la carafe, elle est utilitaire. C'est pour mettre de l'eau. Oui. Mais la carafe doit être belle. Oui. Et on fait des décorations dessus. Mais pourquoi on fait les décorations? Pour qu'elles soient attrayantes, parce qu'elles rendent service. Et quelque chose qui nous rend service doit pouvoir nous attirer. Et en quoi elle est vraie? Elle est vraie parce que le contenu qu'elle apporte, le contenu qu'elle apporte, c'est quelque chose de substantiel. L'eau, dont nous avons besoin. Est-ce que la littérature a le moyen d'imposer son ambition, de changer la société, de changer l'homme? Ben oui, je crois. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de ce monde, il y a des pays où il y a des littéraires qui sont arrivés à devenir des chefs d'État. On parle en Haïti d'un musicien ou je ne sais pas quoi. Quand on parle dans les pays de l'Est, je crois qu'il y a eu même un dramaturge. Un dramaturge qui est devenu président de la République ou Premier ministre, je ne sais plus très bien. Bon, peut-être que viendra le temps au Congo où on aura aussi un écrivain qui deviendra président. Léopold Sédar Senghor, c'était un écrivain, philosophe, ce que vous voulez, mais c'était un écrivain poète, président de la République. Et je crois que ce genre de personnages, lorsqu'on les place à la tête de certaines institutions, je ne dis pas tout le monde, oui, mais souvent, de par leur formation, ils ont une vision plus globale de l'humanité. Ils donnent une certaine impulsion. Une impulsion et une certaine hauteur à leur manière d'être ou d'exister et de travailler avec les autres. J'espère que la littérature peut aider à hausser ce niveau-là. Et un pays qui néglige la littérature, vous savez d'ailleurs, à l'époque, on le voyait bien, dans toutes les dictatures, on fait quoi? Oui. On brime les littéraires, on les étouffe, on supprime la littérature. Parce qu'ils sont la conscience de la Parce qu'ils sont la conscience d'un peuple. Parce qu'ils manipulent le vrai et le beau. Parce qu'ils peuvent conjuguer le tout pour vous faire voir votre propre miroir, le miroir de votre existence. Ils peuvent aussi manipuler le faux. Ah oui, ils peuvent aussi. Ah oui, il y a des littéraires qui sont forts, qui peuvent manipuler le faux. Et à ce moment-là, qu'il n'est pas vrai. Vous voyez? Parce que là, à ce moment-là, on parle de littérature engagée pour une cause. Si c'est pour l'apartheid, ben, il va écrire dans le sens de l'apartheid et il va manipuler le tout dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut aimer un texte littéraire sans en comprendre le sens? Un texte littéraire peut être beau sans pour autant qu'on en saisisse le sens. Bon, il y a des gens qui disent par exemple que la musicalité d'un texte peut te faire dire que ce texte est beau. J'écoute un poème, je ne comprends rien, mais je trouve beau. Parce que le niveau de compréhension, l'élément de communication n'est pas un élément de lecture, de compréhension du texte écrit, mais c'est un élément musical. C'est un autre texte que je comprends mieux. Mais dire que je peux comprendre un texte sans le comprendre, je ne pense pas.
Puisqu'il y a des chansons, par exemple, en anglais. Oui. On ne comprend pas le sens, mais... Ouais, le sens, tu ne le comprends pas. Mais tu trouves c'est beau parce que la musique qui l'accompagne, elle est belle. Hein? Elle est belle. Elle te fait vibrer. De la même manière que si tu avais compris les mots. Mais c'est un autre langage qui a ses symboles aussi et qui te permettent, si tu n'es pas... si tu es formé à la lecture de la musique, quand tu vas l'écouter, tu vas te dire, non, chien, voilà ce qu'il dit. C'est ainsi que, par exemple, vous écoutez une chanson et tout d'un coup, même dans les films, par exemple, il n'y a pas de parole. Mais dès que vous entendez une musique bien déterminée, vous pouvez vous dire, ah là, je crois que quelque chose va arriver. On va sûrement assassiner quelqu'un. Parce que la nature de cette musique-là, la tonalité que ça prend, ben c'est une indication vers un autre entendement ou une autre compréhension de ce qui va se passer. Donc moi je crois que même quand nous disons, est-ce qu'on peut comprendre sans avoir saisi le sens? J'ai dit, mais ça dépend... Aimer sans avoir saisi le sens, mais ça dépend de ce qu'on met derrière le mot aimer et derrière le mot sens. Hein? Parce que le sens, ce n'est pas seulement dans l'écrit qu'on l'a. Nous avons le sens dans les couleurs. Okay? Nous avons le sens. Nous parlent. Mais les couleurs nous parlent. Vous avez des choix des couleurs que vous avez opérées dans cette salle. Vous avez le choix des couleurs. Les couleurs nous parlent. Vous pouvez avoir un spectacle rien qu'avec les couleurs. Okay? Et là, c'est un langage aussi qui se fait. Et que vous devez... Ce sont des moyens de communication qui sont là. Et si vous avez une vision large de la littérature qui ne s'arrête pas aux belles lettres, mais vous pouvez inclure tous ces aspects-là en tant qu'outil de communication entre les humains et en tant qu'outil véhiculant justement le vrai, le beau et l'utile. Professeur, pour parler de votre œuvre, vous nous avez parlé de Misère, votre première pièce. De quoi est-il question dans le remaniement? Le remaniement, c'est juste un récit qui nous donne le miroir de notre société lorsqu'on annonce un remaniement. Et là, à travers cette pièce, j'essaie de peindre en fait toute la classe politique de notre pays, sans oublier notre propre société en général. Vous avez des scènes du genre, on annonce le remaniement, mais personne ne sait si ce remaniement aura lieu ou pas. Alors à partir du moment où c'est annoncé, tout le monde va dans toutes les directions. Hein, ceux qui veulent rester au pouvoir ou ceux qui veulent conquérir le pouvoir, il y en a que vous retrouvez chez le féticheur de Mombele pour faire des cérémonies. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à Lourdes voir la Sainte Vierge Marie afin qu'ils reviennent avec de l'eau bénite. Il y en a d'autres qui utilisent les nombreuses femmes qu'ils ont épousées, les 12 bureaux ou les 11 bureaux qui correspondaient aux 11 provinces. Et c'est le récit de tous ces événements. Mais à la fin, le remaniement n'a pas lieu. Et les gens se retrouvent un peu surpris. On dit, mais est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé? Mais c'est vraiment un tableau en même temps satirique, très critique de nos comportements. Et là, effectivement, l'éthique joue énormément. Et dans toutes mes pièces, enfin, c'est vraiment l'utile aussi qui est là parce que j'ai envie d'enseigner quelque chose. Je n'ai pas peur d'être didactique. Hein, alors que dans la littérature occidentale, on vous dit une pièce, une œuvre ne doit pas être didactique. Moi, je dis non, elle peut l'être. Hein, elle peut l'être. Parce que nous écrivons pour que les gens puissent recevoir un message et puissent changer aussi. Mais ça dépend comment, maintenant, sur le plan formel, tu utilises ce didactisme. Je ne fais pas des leçons à ciel ouvert, mais je fais des leçons à travers, justement, cette forme que j'ai choisie, qu'est le théâtre. Et dans Chant sans lendemain, de quoi est-il question? Chant sans lendemain, bon, c'est plus genre essai, genre poésie. Je suis en train de ressasser un peu cette société, hein, qui ressemble à une chanson sans lendemain. Parce qu'à chaque étape, nous avons l'impression de recommencer. Hein, comme avec la pierre du philosophe qui arrive au sommet et qui redescend et qu'il faut remonter à chaque fois avec un peu plus de douleur. C'était un moment de détresse pour moi, mais ça valait la peine, je crois. Et dans La prostituée? La prostituée, que je n'ai pas encore publié d'ailleurs, La prostituée, c'est le récit d'une jeune fille de 16 ans, oui, hein, qui est tombée enceinte et elle a été chassée de la famille, comme ça arrive souvent.
Et à 16 ans, elle a été rendue enceinte par l'ami de son père. Alors, quand elle rentre à la maison, on lui pose la question de savoir qui l'a rendue enceinte. Elle n'ose pas le dire, évidemment. Finalement, le papa chasse sa fille qui va habiter chez sa tante. Mais dans ce texte, brièvement, c'est que la fille, elle essaie de sortir de la prostitution en se confiant aux gens, hein, aux personnes qu'elle rencontre. Elle va rencontrer un curé chez qui elle va se confesser, mais à la fin, le curé devient son amante et elle rentre dans le cycle de la prostitution. Donc, elle ne s'en est pas sortie. Elle va rencontrer un monsieur vénérable qui essaie de l'aider, mais après, le monsieur veut qu'elle rentre, qu'elle revienne sa copine et ainsi de suite. Alors, à travers tous ces tableaux, en fait, la jeune fille est en train d'accuser toute notre société dans sa manière de fonctionner et dans son hypocrisie par rapport à un phénomène comme celui-là. Une jeune fille de 16 ans, il y en a plein dans nos quartiers qui arrivent, qui sont enceintes, qui sont rendues enceintes par l'une ou l'autre personne et qui sont abandonnées à elles-mêmes sans espoir. Et chaque fois qu'elles essaient de sortir justement de ce cercle vicieux, eh bien, notre société, les hommes et même les femmes de notre société, eh bien, on continue à l'enfoncer dans la même société, dans le même cercle, dans sa même situation, et elle est là comme sans espoir, ne pouvant pas s'en sortir. Professeur, là, nous touchons vraiment à la fin de notre émission. Et avant qu'on en finisse, est-ce que vous avez un mot à dire à propos de cette émission Belles Lettres, qui est en fait un entretien autour non seulement de la littérature, mais aussi de la vie? Oui, mais je crois que je vous encourage à poursuivre cette émission, hein, et aller effectivement dans le sens de la découverte des belles lettres comme étant une école de la vie, hein, comme étant un espace de liberté, un espace où le beau, le vrai et l'utile se côtoient. Et je crois que si j'avais une suggestion à faire, c'est peut-être aussi faire cette émission dans une langue vernaculaire, hein, en lingala ou en chiluba, en swahili, mais arriver à avoir des gens avec lesquels faire ce genre d'émission pour que ça ait une audience réelle, parce que je crois qu'il y a un grand public qui attend cela. Et je terminerai en vous donnant l'exemple de tous ces jeunes gens que je vois dans la rue, moi. Dans nos rues, ici, vous avez des jeunes gens qui s'habillent en marionnettes, en train de raconter des histoires dans les terrasses, là, hein, là où les gens sont en train de boire. Vous savez, si jamais vous avez la chance un jour d'avoir une émission en langue vernaculaire, que vous appeliez ces jeunes gens-là pour leur offrir cet espace, afin qu'ils présentent leur œuvre. C'est d'un contenu fabuleux, au-delà des rires que ça provoque. Mais quand vous suivez le fond, vous vous rendez compte que si, par exemple, les responsables de ce pays suivaient ce genre de spectacle, il y en a beaucoup qui seraient remis en question par ces jeunes gens qui circulent à travers nos terrasses partout, quémandant parfois 1000 francs ou je ne sais pas quoi. Et là aussi, je lance un appel à tous ceux qui font la littérature, d'aller attendre ces jeunes gens, d'écrire leurs textes, de ne pas leur voler les textes, de les écrire avec eux. Oui. Et à la rigueur, trouver des moyens pour pouvoir les publier, les éditer et faire la promotion de ce nouveau genre pratiquement qui est en train de naître. Sous d'autres cieux, aux États-Unis par exemple, on aurait déjà trouvé des promoteurs pour ces jeunes gens. On aurait déjà trouvé un festival, un grand festival pour ces jeunes gens. Et contrairement à nous qui écrivons, qui n'arrivons plus à avoir de l'espace pour pouvoir écrire ou même essouffler parce que ça coûte trop cher, mais ces jeunes gens-là sont en train de produire une littérature à moindre frais et avec une certaine valeur, si pas une valeur certaine. C'est bien noté. Là, nous sommes arrivés alors à la fin de l'émission et nous vous disons sincèrement merci pour ce grand apport, votre grand apport à cette émission, puisqu'aujourd'hui nous avons aborder un autre aspect de Belles Lettres. Encore une fois, nous vous disons merci. Merci bien. Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.